Si le quatrième pouvoir existait et avait un impact sur l'opinion, jamais Jean-Marie Le Pen ne se serait qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle en 2002. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour. Journaliste, éditorialiste, les Français vous connaissent, ont appris à vous connaître, aussi bien par vos interventions radiophoniques, télévisuelles, mais également vos ouvrages. On peut rappeler le dernier en date, La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque. On avait envie de vous recevoir parce que ces derniers mois, il y a eu un développement et un essor spectaculaire d'un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, qui a été lancé à l'origine sur les réseaux sociaux pour dénoncer la hausse des taxes sur le carburant, et puis qui a développé des revendications plus larges. C'est un mouvement qui, par endroits, a suscité aussi une inquiétude chez les journalistes. Ces derniers étaient régulièrement critiqués, mais sont devenus désormais des cibles. Il y a une catégorie de journalistes en particulier qui revient sur toutes les lèvres, c'est celle d'éditorialistes. Alors on avait envie de vous recevoir pour tenter d'expliquer cette distinction qu'il peut y avoir justement entre ces deux entités, entre journalistes et éditorialistes, sur les limites de l'exercice et puis sur le bien fondé ou non des critiques qui sont faites à l'égard des éditorialistes. Alors je l'ai dit, des matinales d'infos au talk show du soir, rarement la télévision et les médias en général ont fait autant de place aux éditorialistes. Que cherchent selon vous ces médias en exposant ainsi des journalistes d'opinion? Est-ce que c'est de l'incarnation? Est-ce que c'est des points de vue tranchés au risque de déplaire? Comment vous définiriez cette place laissée aux éditorialistes? D'abord, éditorialiste et opinion, ça ne va pas toujours ensemble, au sens où un éditorialiste n'est pas forcément engagé politiquement. Un éditorialiste peut donner son avis sur la base d'une analyse, sur la base d'une connaissance qu'il peut avoir ou pas de tel ou tel sujet. Et pour ce qui concerne la politique, par exemple, de l'histoire de la politique, une connaissance des déclarations, des positions des uns et des autres. Un éditorialiste, de mon point de vue, il est là pour apporter quelque chose à l'information, essayer d'éclairer le jugement du téléspectateur ou de l'auditeur ou du lecteur, mais pas forcément, parfois, mais de donner son avis, de donner son opinion, de dire ceci est bien et ceci est mal. Et de mon point de vue, quand l'éditorialiste arrive, enfin moi en tout cas, quand je donne un point de vue, j'essaie de le donner au bout d'un raisonnement. Donc, dans votre introduction, vous dites on s'interroge sur la différence qu'il y a entre journaliste et éditorialiste. Il n'y en a pas, en fait. Est-ce que l'éditorialiste est un journaliste? Oui, bien forcément. Sûr. Ah, oui. Sinon, c'est un expert. Sinon, c'est un responsable politique. Sinon, c'est... Mais celui qui est éditorialiste, avec une carte de presse, par exemple, ou dans un organe de presse, il est journaliste. Être éditorialiste, c'est une façon de faire le journalisme qui trouve sa place dans un projet de presse à côté de l'enquêteur, de l'expert journaliste, c'est-à-dire de celui qui tient une rubrique, du rédacteur en chef, du secrétaire de rédaction. Voilà. Mais être éditorialiste, c'est le journaliste. Si le rôle d'un éditorialiste est utile parce qu'il peut apporter justement des repères historiques, culturels sur quelque chose qu'il maîtrise depuis quelques années, est-ce que la place de l'éditorial n'a pas pris une place démesurée au détriment de l'information dans les médias? On pense à la télévision, avec ces plateaux avec un présentateur, 4 éditorialistes, mais également dans la presse papier. Il y a certains titres de presse qui commencent par 7, 8, 10 pages d'éditoriaux avant d'avoir un article de fond. Vous connaissez des projets papier où il y a 7, 8 Il y a certains hebdos qui sont nourris de beaucoup d'éditoriaux. Très marginal quand même, non? De beaucoup d'éditoriaux, je ne sais pas. Non, moi je pense que l'éditorial, c'est une part à la fois mineure dans un projet de presse, en termes de surface en tout cas, et qui peut avoir un impact parce qu'elle engage un titre. Après, les émissions que vous évoquez, oui, il y a beaucoup depuis 15 ans peut-être, beaucoup d'espaces qui se sont ouverts, où des journalistes viennent représenter une rédaction, souvent, et parler au nom de la rédaction, ou alors avec les chaînes d'infos continues des éditorialistes maison. Mais au fond, la mécanique est toujours la même, c'est essayer d'éclairer différemment l'information. Sauf exception, on trouvera toujours des exceptions. Un éditorialiste n'appelle pas à voter pour un parti, même s'il peut avoir une sensibilité, n'associe pas son nom à la démarche d'un responsable politique en souhaitant sa victoire. Voilà, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Et donc,
s'il y a une multiplication, à la limite, on pourrait dire que la multiplication des espaces pour les éditorialistes annule aussi la force de leur parole, ou l'amoindrit. Ça n'est pas quelque chose qui perturbe la démocratie, ça n'est pas un souci, de mon point de vue en tout cas, d'inquiétude. Que répondez-vous à ceux qui estiment que les éditorialistes font l'opinion? Oh, mais qui se trompent. Alors là, s'il y a bien une expression qui est bête, c'est l'expression, parce qu'elle est fausse, de quatrième pouvoir. Si le quatrième pouvoir existait et avait un impact sur l'opinion, jamais Jean-Marie Le Pen ne se serait qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle en 2002. L'opinion, elle se forme de manière très autonome. D'abord, l'opinion, c'est la somme de tous les individus. Donc, déjà, prétendre agir sur l'opinion, c'est mal comprendre ce qu'est une opinion. Et puis, chaque individu se décide en fonction de critères qui échappent totalement au journaliste qui prétend influencer l'opinion. Parce que, je pense, décide en fonction de sa culture, de son humeur, de ses croyances, de son environnement, de tellement de critères que ce n'est pas la voix d'un petit journaliste qui va modeler l'opinion. Moi, je pense que le journaliste est fort quand il est sincère et proche de la réalité des faits, et qu'un journaliste est faible dès qu'il s'éloigne et de la réalité des faits et de sa propre sincérité. Donc, si un journaliste a envie, pour parler des journalistes, d'influencer l'opinion publique, il vaut mieux qu'il arrête tout de suite son travail. Alors, à contrario, je vais caricaturer un petit peu exprès, si les éditorialistes ne sont pas des bons pronostiqueurs, par exemple, on pense à Trump, pourquoi continue-t-il d'exercer à ce moment-là? Non, mais je pense que les éditorialistes n'ont pas à être des pronostiqueurs. Je peux pas vous Certains dire, l'ont été, pendant les élections américaines, par exemple. Tout le monde voyait plus ou moins Hillary Clinton gagner face à Donald Trump. C'était au terme d'une analyse, ce n'était pas un pronostic. L'analyse était basée sur les sondages. Et au risque de vous contredire, les sondages ont eu raison. Oui. Hillary Clinton a fait 3 millions de voix de plus que Trump. Et après, c'est le découpage particulier, l'attribution des grands électeurs qui fait que Trump devient président des États-Unis. Mais de ce point de vue, les analyses n'étaient pas mauvaises. Et un éditorialiste ne fait pas de pronostic. Il essaie d'analyser à un moment une situation. Alors, dans l'analyse, il y a une part de prise de risque. Enfin, évidemment, on peut... Mais après, il ne faut pas faire dire à l'éditorialiste des choses qu'il ne dit pas, d'ailleurs. Pour les élections européennes qui vont arriver, donc mai 2019, aucun éditorialiste sérieux ne vous dira quelle liste sera en tête, qui va profiter de cette élection. Voilà. Mais aujourd'hui, on constate que dans la crise des Gilets jaunes, Marine Le Pen profite davantage de la crise des Gilets jaunes que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Mais ça n'est pas que les sondages qui disent ça, c'est toute une série d'éléments que peut-être il faut savoir analyser, mettre ensemble, auxquels il faut donner aussi un peu de perspective. C'est un travail, en fait. Vous parliez de l'analyse, je reprends un petit peu mon exemple justement des élections de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas eu une suffisance de la part de certains observateurs qui justement se sont basés avant tout sur les sondages? Non, je pense... Enfin, et encore une fois, les sondages n'avaient pas forcément tort. Non, suffisance, après, je ne veux pas défendre tout le monde, mais avant que l'élection américaine se déroule, ce qu'on savait de ce pays, ce qu'on savait de la politique, ce qu'on savait de Donald Trump, laissait penser qu'il avait des faibles chances de devenir président des États-Unis. Par exemple, on dit aux États-Unis que l'un des piliers de cette démocratie, c'est la transparence. Donald Trump a toujours refusé de communiquer sur sa fortune. On dit que l'un des piliers de la société américaine, c'est le patriotisme. Il a pris John McCain, qui est un ancien combattant de la guerre du Vietnam et qui était parlementaire, il est mort maintenant, a parti de manière ignoble. Donald Trump a parlé des femmes pendant cette campagne, et notamment un enregistrement sonore qui était ressorti de manière vulgaire et méprisante. Alors beaucoup de gens ont dit, tiens, les femmes vont se détourner de Donald Trump. Il y avait des données objectives qui laissaient penser que Donald Trump n'était pas un bon candidat. Et puis... même s'il a fait moins de voix qu'Hillary Clinton, il se retrouve à la présidence des États-Unis. Parce que parfois, l'histoire contredit l'analyse. En décembre 1932, vous reprenez toutes les dépêches des diplomates occidentaux présents à Berlin. Tous disent « Hitler, c'est fini. Il n'accédera jamais au pouvoir ». Un mois et demi après, par
Le jeu politique allemand de l'époque, Hitler devient chancelier à la fin du mois de janvier 1933. Voilà, parce que l'histoire, parfois, met au défi des analyses. Les analyses, au moment où elles sont faites, elles ont la prétention, elles n'y arrivent pas toujours, d'éclairer la citoyenneté. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, la société telle qu'elle fonctionne donne raison aux analystes. Évidemment non. Alors je voudrais revenir sur la notion d'éditorialiste. Est-ce qu'on ne devient pas facilement spécialiste de tout dès lors qu'on s'exprime bien dans les médias, qu'on obtient cette étiquette de bon client? Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation, finalement? Bien sûr, oui, c'est un risque, c'est un risque. Il y a eu des éditorialistes qui, justement, venaient d'un secteur différent de la politique, qui aujourd'hui s'expriment aisément sur la vie politique, sur la vie citoyenne. Quand on fait cette activité de journaliste, il faut s'exprimer sur l'économie, les mœurs, les questions de sécurité, avec la violence qu'on peut trouver dans les manifestations des Gilets jaunes. Il faut s'exprimer sur la politique, pourquoi pas le football et Neymar, pourquoi pas... Oui, bien sûr, il faut... Bien sûr. Alors, il y a une part de posture, et puis parfois peut-être d'imposture dans certaines prises de parole, bien sûr. Mais après tout, un journaliste, s'il travaille une question, il s'imprègne assez vite des éléments essentiels du dossier, donc à défaut d'en être un expert. Et puis un éditorialiste, je crois aussi, il travaille à partir de quelques principes. Moi, sur les Gilets jaunes, par exemple, je n'ai jamais donné d'avis sur... enfin, je n'ai jamais... Enfin, comment est-ce que je dirais ça? Sur les Gilets jaunes, j'ai plutôt essayer d'expliquer ou de remettre dans un contexte les revendications qui étaient celles des Gilets jaunes, pouvoir d'achat, taxes, impôts, situation des retraités, etc. Mais j'ai toujours condamné, mais dès le 24 novembre, et je me souviens d'un plateau que j'ai fait avec d'autres journalistes qui étaient plus indulgents que moi, j'ai toujours condamné les attitudes violentes. Et je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, mais ça, je l'ai fait à partir de certains principes. Et je ne dirais pas quel que soit le sujet, mais enfin, si on essaie d'avoir 2-3 idées fortes en tête, on peut essayer de passer l'actualité dans sa diversité au filtre de ces 2 ou 3 principes ou idées. Donc, on est amené à commenter tout, parfois avec légèreté, vous avez raison, mais quand même pas n'importe comment non plus. Le journalisme, c'est aussi un métier. Et en veillant aussi, moi, pour ma part, à ne pas asséner trop de choses, à pas, voilà, même si quelquefois je me laisse prendre un peu au jeu, parce qu'on se laisse prendre au jeu quelquefois. Quand un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon critique ouvertement les médias et décrit une haine juste et saine, au-delà du danger que peut représenter une telle sortie, est-ce que lui-même ne fait pas la confusion entre les journalistes de terrain, le reporter qui va tendre son micro à un agriculteur, à un artisan, et les éditorialistes ? Moi, je trouve cette dichotomie insupportable. En France, on dit les petites entreprises c'est bien, les grosses entreprises c'est mal. Je trouve ça stupide, je trouve ça bête. Et de la même manière, on dit ça à propos de plein de choses. Hein. Et de la même manière, on dit le reporter de terrain formidable et l'éditorialiste nul. Non, mais c'est assez stupide. Ce que je sous-entends dans la question, c'est est-ce que celles et ceux que Jean-Luc Mélenchon vise, c'est pas celles et ceux qui sont en plateau à donner voilà, une analyse politique qui ne va pas dans le sens que lui, oui, évidemment, désire. Oui et non. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, effectivement, il va dire le petit journaliste, c'est bien, c'est-à-dire celui qui est sur le terrain, et le gros journaliste, celui qui est fait se visser sur son fauteuil, c'est mal. Pourtant, c'est le jeune journaliste qui, malheureusement, quelquefois subit les insultes oui, parce voilà, que... de la population qui peut suivre. Oui, parce qu'au fond, ceux qui ne supportent pas, c'est les journalistes. Oui, c'est pour ça que, de toute façon... mais rien que la dichotomie est bête. Cette manière de dire les petits c'est bien et les gros c'est pas bien, c'est une vision extrêmement sommaire et stupide du monde, je trouve. Enfin, il faudrait le développer. Mais dans la phrase, ce qu'il y a de très gênant, je suis désolé, hein, c'est la haine juste et saine. Oui, alors, la haine, je ne sais pas si la haine est juste, mais enfin, elle n'est pas à conseiller. Et alors saine, ça m'a toujours laissé sceptique. Pour quelqu'un qui se vante d'utiliser les mots avec précision, en quoi la haine est-elle saine? Ça, j'aimerais bien qu'il me l'explique. Votre regard sur le mouvement des Gilets jaunes, voilà, les insultes, les menaces faites à l'encontre des journalistes? Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a plusieurs étages. Quand des gens dans ce mouvement disent c'est un problème que de travailler tout un mois
et de ne pas avoir au bout de ce mois suffisamment d'argent pour vivre pendant un mois, ça, c'est un problème qu'il faut prendre en compte. Quand à partir de là, on en arrive à contester la démocratie représentative, qu'on en arrive à dire qu'on n'est pas en démocratie aujourd'hui en France, qu'on en arrive à dire qu'un soulèvement populaire par tous les moyens possibles peut être justifié. Là, je pense qu'on dérive assez gravement quand même. C'est-à-dire que la part économique et sociale du mouvement des Gilets jaunes nous pose des questions qu'on ne peut pas éluder. Et à défaut de savoir y répondre, il faut en tout cas les considérer comme légitimes. Elles doivent être regardées et il faut y apporter des réponses, quelles qu'elles soient, satisfaisantes ou pas, je ne sais pas. Mais après, il y a tout un autre versant. Nous sommes le peuple, qui traduit une arrogance formidable. Le peuple, il est composé de chaque citoyen. C'est moi, etc. Bien sûr. Et pas de gens qui se saisissent d'une question légitime. Pas ça le peuple. Non, le peuple, c'est tout le monde. Voilà. Donc, et là-dessus, il faut savoir différencier. Et dans ce mouvement-là, les Gilets jaunes mettent en cause les journalistes parce qu'ils considèrent que les journalistes rendent compte avec malhonnêteté de leur mouvement. Mais alors, qu'est-ce qu'ils appellent malhonnêteté? Ça demande d'examen. C'est souvent des considérations assez personnelles, en fait, de la part de tous ces Gilets jaunes. Tous les acteurs, moi, c'est une expérience que j'ai, tous les acteurs sont insatisfaits du traitement que font d'eux les journalistes qui regardent leur activité. Ça, j'ai toujours connu ça. Et je comprends ça. Parce qu'un journaliste, il restituera une partie de l'activité, aussi talentueux soit-il. Et puis, il en délaissera d'autres, parce qu'on n'a pas la place, on n'a pas la possibilité d'informer les citoyens de tout. Sinon, on ferait des monographies de chaque sujet, et les journaux de 20 heures dureraient 3 jours. Enfin, donc, il y a des contraintes que les acteurs qui réfléchissent à la relation qu'il existe entre l'action et le journalisme, il y a des acteurs qui acceptent ça, puis d'autres qui ne l'acceptent pas, et qui du coup refusent l'idée même du journalisme. Quand Éric Drouet fait un communiqué où il y a 20 phrases, et que les journalistes en prennent 2, eh bien Éric Drouet refuse ce tri. Mais le journaliste, il le fait parce qu'il lui semble que, il a tort ou raison, ça après... On peut discuter ça à l'infini, mais il le fait professionnellement. Il pense que ces 2 phrases sont les phrases importantes à ce moment-là du débat. Et il ne prend pas ces 2 phrases pour nuire au mouvement des Gilets jaunes, mais il prend ces 2 phrases pour informer ceux qui lui font confiance. Voilà. Et Éric Drouet ne l'accepte pas, et il crie à la manipulation. Je cite Éric Drouet ou un autre Gilet jaune, mais les hommes politiques qui font des discours d'1 heure, moi j'ai assisté à des milliers peut-être de discours. On n'a jamais diffusé 1 heure de discours, on a pris 2 phrases, parce qu'elles nous semblaient importantes à ce moment-là. On ne voulait pas lui nuire, on voulait informer. Voilà. Et après, l'homme politique peut être fondé à dire « mais c'est scandaleux, vous n'avez pris que 2 phrases ». Ben oui, Coco, on ne va pas prendre tout ton discours, évidemment. C'est un métier, le journalisme. Alors peut-être qu'on ne l'explique pas assez, peut-être qu'il faut que nous-mêmes nous fassions un effort de transparence, mais la seule chose que je dirais, c'est que je crois que l'immense majorité des journalistes en France veulent informer ceux qui leur font confiance. Ils ne veulent pas nuire à ceux qui sont les acteurs de la société. Voilà. Alors justement, pour la crise des Gilets jaunes, est-ce qu'il y a eu dans le traitement médiatique des erreurs de fait quand certaines tribunes ont été laissées voilà, vous avez cité Éric Drouet, on peut citer Maxime Nicole. Ça, c'est une vraie question. Ce qu'on reproche aux chaînes info notamment, c'est d'avoir trop donné la parole aux Gilets jaunes et de ne pas avoir donné la parole aux bons Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est leur particularité, ils en sont souvent fiers, mais après ça a des inconvénients, ils ne sont pas organisés. Ils ne se reconnaissent pas de chefs, de penseurs. Quand des gens se sont autoproclamés porte-parole ou responsables pour aller voir des autorités, ils ont tout le temps été désavoués. Donc ça c'est, mettons que ce soit le choix des Gilets jaunes. Mais après les médias ils font avec, donc du coup ils donnent la parole à qui? C'est de manière très aléatoire. Si les Gilets jaunes avaient élu un directoire des Gilets jaunes, 5 porte-paroles, les médias auraient donné en priorité la parole à ces porte-paroles, évidemment. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont libres de ne pas le faire. Mais après, ils ne peuvent pas critiquer les médias de donner la parole de manière aléatoire. Les Gilets jaunes posent beaucoup de problèmes au fonctionnement de la démocratie. Et c'est assez faux, dangereux, pas très intelligent, de faire reposer sur les médias une caractéristique qui appartient aux Gilets jaunes. Le 7 janvier dernier, un autoproclamé journaliste gilet jaune, justement, a publié une vidéo de vous où il vous interpelle dans la rue et fait preuve d'une intolérance assez inouïe à votre égard.
Votre réaction sage, calme, a été plutôt saluée. Mais cette vidéo, elle pose aussi une question. Est-ce que justement la multiplication des éditorialistes dont on parlait tout à l'heure sur de nombreux sujets n'ont pas suscité aussi des vocations chez des personnes qui ne sont pas journalistes de profession, qui veulent à leur manière créer de l'opinion en prenant leur caméra, leur smartphone, en allant interroger qui bon leur semble avec des questions parfois totalement déraisonnées? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère où finalement avec les réseaux sociaux aussi, tout le monde donne son opinion au point où ça devient quelquefois néfaste? Mais pourquoi pas? Parce que dans tout le monde, il peut d'abord, c'est un exercice, c'est l'exercice d'une liberté démocratique de donner son opinion. Aujourd'hui, les outils techniques le permettent, avant ils ne le permettaient pas, donc pourquoi pas? Twitter, YouTube, enfin beaucoup de mécanismes techniques permettent de le faire. Ensuite, on le remarque déjà, il y a des gens qui ont du talent, qui ont du savoir-faire, qui donc ça enrichit le débat démocratique. Ça, c'est pas un obstacle, je trouve. Bon, pourquoi pas? C'est une compétition à l'échelle de toute une population. Ben, bon, chacun donne son avis, et puis peut-être certains avis seront-ils distingués. Le gilet jaune auquel vous faites référence dans cette vidéo du 7 décembre était porteur en fait d'un message qui est plus problématique que son propre avis. Ce qu'il véhiculait, vous parlez d'intolérance inouïe, mais ce qu'il véhiculait, c'était l'idée, reprise très largement dans beaucoup de cercles, que 10 milliardaires possèdent les débats, les journaux, les médias. Le sous-entendu étant que les journalistes travaillent pour ces milliardaires et ne travaillent pas pour leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs. Autrement dit, les journalistes sont des vendus, parce qu'ils ont été achetés. Donc, ce sont des vendus. Et ça, si vous voulez, c'est une critique qui n'est pas propre aux Gilets jaunes. Mélenchon, toute la France insoumise, le Front National, Emmanuel Macron, qui, embêté par la presse dans l'affaire Benalla, a cette phrase énorme. Les journalistes ne cherchent plus la vérité. Déjà, la phrase, moi, me paraît... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent, les journalistes? Ils cherchent à vous nuire, Monsieur le Président. Et puis, il n'a pas dit « les journalistes ne cherchent pas la vérité ». Il a dit « ne cherchent plus ». Sous-entendu, ils l'ont cherché avant que j'arrive au pouvoir. Donc, un petit degré de paranoïa qui devrait aussi nous inquiéter. Et c'est cette mise en cause des journalistes-là qui est problématique. Parce que vous dites « je suis journaliste », vous êtes vendu. Et là, on casse quelque chose dans la démocratie. Alors on peut dire, ah ben, les gens ont plus confiance, vous avez aussi une part de responsabilité. Sans doute, on peut essayer de scruter notre responsabilité, mais il faut la scruter sur des éléments concrets. Est-ce qu'on cache des choses aux citoyens? Est-ce qu'il y a en France des informations qui, par un pacte secret de tous les titres de presse, ne sont pas portées à la connaissance des citoyens? Est-ce que ça existe, ça? Autrement dit, un journal contrôlé par François Pinault, au hasard, ne veut pas publier une information. Mais un journal contrôlé par Bernard Arnault va la publier. Donc l'information va être connue. C'est la chance du pluralisme évidemment. Qui n'est pas le même. Donc en fait, que la presse, que 10 milliardaires possèdent beaucoup de titres de presse, est-ce que c'est un problème démocratique? Pas certain. Bien sûr qu'on préférerait que la presse se finance elle-même. Et en même temps, il y a des groupes, Murdoch par exemple, c'est un groupe de presse, mais qui a en son sein des titres qui font un travail journalistique qui est très contestable. Donc rien de tout ceci ne tient debout. Mais une partie de la population a intégré l'idée que nous travaillons pour le capital. Et donc nous sommes des salauds. Ah, ça fait du mal cette critique. Et ce gilet jaune journaliste que vous citiez, il était porteur de cette critique. Critique qui, lui, l'a portée avec excès, mais elle est dans beaucoup de têtes. Et elle est dans beaucoup de têtes parce que beaucoup de responsables institutionnels l'ont mis dans la tête. C'est un problème. Pour conclure rapidement, le journaliste lambda, nous tous, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette pensée qui est dure à déstructurer, pardon. Hélas, j'ai l'impression quelquefois que les journalistes eux-mêmes l'ont intégré et qu'ils y croient un peu. Alors, pas pour soi, mais pour les autres. Donc c'est difficile. Écoutez, chaque fois qu'on en a l'occasion, il faut dire que tout ça ne tient pas debout. Et puis après, il faut laisser le cuir s'épaissir. Et puis, la vie tranchera. Si un jour quelqu'un nous met en prison, ben, il nous mettra en prison. Et puis, s'il nous laisse vivre, ben, on continuera à vivre. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy. Merci d'avoir répondu à la question.